Bonsoir Céline Gréco. Bonsoir. Vous êtes médecin, responsable du service de la douleur et des soins palliatifs à l'hôpital Necker Enfants Malades, c'est à Paris. Et vous êtes à l'origine du lancement d'un projet pilote de nouvelles unités mobiles dans les hôpitaux, des sortes d'équipes commando qui repèrent les enfants maltraités. Pourquoi un tel dispositif? Est-ce que ça veut dire que les enfants qui souffrent de maltraitance, même quand ils passent par l'hôpital, peuvent passer sous les radars? Vous savez, on estime que 10% des enfants sont victimes de maltraitance dans les pays à haut niveau de revenus comme la France. Et pour vous donner un chiffre qui parle de lui-même, dans les hôpitaux pédiatriques parisiens, il y a à peu près 250 000 passages par an aux urgences. Et l'année dernière, il y a eu 597 écrits, donc soit information préoccupante, soit signalement. 597 pour 250 000 passages par an, quand on estime que 10% des enfants sont maltraités. C'est bien en dessous. C'est très largement en dessous. Et 5% seulement des signalements viennent du corps médical. Donc il y a une vraie lacune dans le diagnostic et le repérage de ces enfants. Avec un enfant qui meurt tous les 4 jours, sous les coups de ses parents, tous les 3 jours même, donc c'est un chiffre encore plus terrifiant. C'est quand même, ce que vous dites, une forme d'aveu d'impuissance des hôpitaux. On parle quand même d'hôpitaux très prestigieux, comme l'hôpital Necker. Le problème, c'est que les médecins ne sont pas bien formés au repérage des maltraitances. Comme je dis souvent, moi, en tant qu'étudiante en médecine, j'ai eu 1 heure de cours sur le syndrome de Silverman, qui est en plus une forme de maltraitance particulière. Donc, 1 heure de cours sur plus de 10 ans d'études. Toutes vos années d'études. Donc c'est très, très insuffisant. On est très bien formé à des pathologies parfois rares, mais la maltraitance, qui est quelque chose de très commun, très fréquent, il y a une vraie lacune dans la formation. Alors, pour repérer justement ces enfants maltraités, vous proposez une expérimentation des équipes de professionnels qui vont se déplacer d'un hôpital à un autre en fonction des appels, des besoins. Racontez-nous concrètement comment ça fonctionne. Alors, il existe déjà, bien sûr, des unités d'accueil pour les enfants en danger. L'idée du projet qu'on met en place, c'est de mettre en place des équipes mobiles. Donc, 5 sur l'Île-de-France, 1 à Brest et 1 à Grenoble. Ces équipes seront formées d'un médecin, d'un psychologue ou d'une infirmière puéricultrice et d'une assistante sociale. Et elles interviendront en fait à la demande de tous les services de l'hôpital et des services du groupe hospitalier dont dépend l'hôpital. Par exemple, même ça peut être d'autres hôpitaux. Pour Necker, par exemple, l'équipe pourrait être appelée à Cochin, à l'hôpital européen Georges Pompidou, à l'Hôtel Dieu. Donc l'idée, c'est de venir en aide aux équipes qui ont des doutes sur un enfant pour aider à ce diagnostic, pour prendre le temps avec lui et si besoin ensuite de faire un écrit, c'est-à-dire une information préoccupante au niveau des CRIP, les cellules de recueil des informations préoccupantes, ou au niveau du procureur de la République via un signalement. Et ensuite, la justice, évidemment, fait son cours. Les médecins généralistes, est-ce qu'eux aussi peuvent profiter de ces équipes commando? Bien sûr. En fait, c'est très difficile pour un médecin généraliste ou pour un pédiatre de ville, pour n'importe quel professionnel en ville en fait, qui voit un enfant et qui est tout seul. C'est très difficile de faire ce diagnostic de maltraitance et prendre la responsabilité de faire cette information préoccupante ou ce signalement. C'est pour ça que les médecins pourront bien sûr appeler l'équipe mobile pour adresser l'enfant. Et finalement, c'est toujours plus facile de faire un signalement quand on est plusieurs que quand on est tout seul dans son cabinet. Surtout dans le cas d'un médecin qui connaît parfois la famille depuis longtemps. C'est très difficile pour un médecin de famille qui connaît, comme vous dites, depuis 15 ans, 20 ans, qui connaît les parents, les grands-parents. Il y a cette peur de se tromper, cette peur parfois même d'être agressé à la sortie du cabinet si on fait un signalement, cette peur de perdre sa patientèle. Enfin, c'est très difficile tout seul. Et on a besoin d'être plusieurs. Et souvent, en plus, quand on est plusieurs, on arrive à assembler les pièces du puzzle. Et alors, ça devient évident que oui, cet enfant est victime de violence. Ce projet et votre travail vous tient énormément à cœur, notamment parce que vous-même, Céline Gréco, vous avez été victime de maltraitance. Vous l'avez raconté dans un ouvrage que vous avez publié qui s'appelle La démesure, qu'on voit à l'écran, dans lequel vous racontez les violences infligées par votre père. À l'époque, personne n'a rien vu. Non. Alors, j'avais la malchance en plus d'être issue d'une famille favorisée. Et alors, déjà qu'on a du mal à repérer la maltraitance, mais alors je ne vous dis pas, dans les familles favorisées, c'est encore plus compliqué. Bien sûr, ça n'existe pas dans ce genre de milieu. Et donc, j'ai dû attendre 14 ans et le regard bienveillant d'une infirmière scolaire pour que, enfin, un signalement soit fait. Ça aurait pu être vu avant. Je suis passée, comme tout le monde, chez le médecin traitant. J'ai même été hospitalisée 2 fois. Donc, bien sûr, à ce moment-là, j'ai été beaucoup absente
malveillante à l'école. Bon, et à aucun moment, pourtant j'avais l'impression de semer des petits cailloux, mais à aucun moment il y a eu ce repérage. Et du coup, les choses se sont aggravées jusqu'à ce que je sois placée à l'âge de 14 ans. Quels sont les signes, justement, que les médecins auraient pu voir chez vous? Alors j'étais assez typique dans le sens où il y avait bien sûr des hématomes sur des zones qui sont d'habitude couvertes par les vêtements. Donc ça, c'est assez classique, hein. Je souffrais de troubles du comportement alimentaire. J'étais extrêmement maigre. J'avais toujours mal au ventre. Et d'ailleurs, j'ai même été hospitalisée pour des douleurs abdominales chroniques. Et j'ai fini par être opérée de l'appendicite. Alors que je n'avais pas du tout l'appendicite. J'avais mal au ventre parce que j'avais peur, en fait. Et donc, vraiment, il y a eu des signes à la fois sur le physique, mais aussi au niveau psychologique, qui auraient dû alerter. Et vous dites alors justement que les équipes d'unités mobiles qui aident ces enfants maltraités, elles sont formées à repérer des signes. Il y en a aussi qui sont des signes en fait terriblement banals, dites-vous, quand on connaît bien finalement la maltraitance des enfants. Oui, il y a énormément de signes qui sont très spécifiques. Des hématomes qui sont sur des zones couvertes par les vêtements, des brûlures qui sont plutôt à bornettes et qui ne sont pas compatibles avec le fait de s'être renversé une tasse d'eau chaude, des fractures aussi qui sont dans des localisations spécifiques ou qui ont des signes spécifiques. Par exemple, je donne souvent cet exemple d'une fracture spiroïde, ça veut dire une fracture où on voit qui tourne autour de l'os. Bon, si le parent arrive aux urgences en disant mon enfant est tombé de vélo et qu'à la radio on voit que la fracture est spiroïde, et c'est pas compatible. Parce que ça veut dire qu'il le bras de l'enfant a tordu le bras. Donc si quelqu'un ne sait pas repérer, il voit une fracture et il dit voilà, il est tombé de vélo et l'enfant rentre chez lui. Si quelqu'un est formé, il se dit non, c'est pas possible. L'allure de cette fracture n'est pas compatible avec une chute. Et c'est là où ces équipes, ces médecins qui sont formés sont intéressantes. Et alors ensuite, une fois que l'enfant est repéré par vos équipes, que se passe-t-il? Les enfants sont pris en charge? Il y a un bilan qui est fait? Oui, le but, c'est qu'on boucle un peu la boucle. C'est-à-dire que les équipes ne se contentent pas de repérer les enfants, mais qu'elles aident à faire les écrits, donc soit des informations préoccupantes, soit des signalements, et qu'elles fassent un bilan de santé de l'enfant. Parce que ça, on a de grosses lacunes aussi là-dessus. C'est qu'il y a moins de 30% des enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance qui ont un bilan de santé. Et sur ces 30%, moins de 10% ont un suivi. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des adultes qui ont été victimes de violences dans l'enfance et qui ont des troubles de santé majeurs. Moins 20 ans d'espérance de vie pour un enfant qui a été victime de violences. Comment ça se fait? Parce que, en fait, ces enfants-là arrivent avec des séquelles et ces séquelles ne sont pas prises en charge. Et pourquoi? Mais parce que pour l'instant, le système de l'aide sociale à l'enfance ne permet pas, parce que le réseau n'est pas tissé, que des médecins prennent en charge les enfants. Manque de moyens aussi. Manque de moyens et peut-être manque d'organisation. L'idée du projet, là, c'est que les équipes mobiles fassent ce bilan de ces enfants, à la fois sur le plan physique et psychologique, et qu'ensuite on mette en place un parcours de soins adapté à chaque enfant. Et que du coup, on ait pour ces enfants-là le moins de séquelles à l'âge adulte. Eh bien écoutez, merci Céline Gréco, merci beaucoup. Projet pilote d'unité mobile commando pour les enfants maltraités. Grâce à la Fondation des hôpitaux et la collecte des pièces jaunes de 2021. C'est vrai, qui a financé ces unités mobiles. Est-ce que ça pourrait être pérennisé? Oui, le ministère réfléchit à cette pérennisation. Les ARS, la DGOS sont très soutenantes dans ce projet. Eh bien, merci encore à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir 15 mai. Peut-on y croire? Bonne émission.